Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Et notre question du jour, comment préserver nos langues vivantes et améliorer le niveau de nos enfants? Dans le grand JT d'éducation, focus justement sur une école qui souhaite préserver les particularités de sa région. À l'école ABCM en Alsace, on apprend aux élèves à parler français, alsacien et allemand. Et puis enfin, on vous parlera de Wordle, un nouveau jeu phénomène. Mickaël Dorian est déjà addict, il nous expliquera tout dans quelques instants. Mais avant cela, c'est l'actu en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. On démarre tout de suite avec Sophie Cluzel qui répond à Éric Zemmour. Invitée ce jeudi de Sud Radio, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées en France est revenue sur les propos controversés du candidat à la présidentielle sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Le mois dernier, Éric Zemmour s'était positionné contre, je cite, l'obsession de l'inclusion. Nous avons justement créé des classes spécialisées, si je puis dire, par exemple, pour l'autisme, qui est aussi une très grande stratégie qui a été portée depuis 5 ans, avec des moyens très importants dans l'école pour accompagner les enseignants. Ils ne sont pas seuls, les enseignants, quand il y a un enfant handicapé. Je pense qu'il ne connaît absolument pas la situation et la façon dont on travaille, parce que c'est pas « je mets un enfant handicapé tout seul à l'école », ça n'existe pas, ça. Il a toujours besoin d'orthophonie, parfois, il a toujours besoin d'ergo, il a toujours besoin de psychomotricien. Ce que l'on fait, c'est un travail de coopération. Et je salue les associations, parce que elles changent, elles sortent des murs des établissements, elles vont dans l'école. Ce vendredi, les écoles de La Réunion resteront fermées. Et ça dure depuis mercredi. L'île de La Réunion, toujours en alerte rouge en raison du cyclone Batsirai. De fortes pluies et des vents violents sont attendus encore toute la journée, rendant donc impossible la réouverture des établissements scolaires, des crèches, des accueils périscolaires et des accueils collectifs de mineurs. Le retour en classe pour les jeunes réunionnais est prévu pour lundi. Les jeunes sont-ils suffisamment informés sur la sexualité? Eh bien, visiblement, non. L'école reste en effet très, voire trop pudique sur le sujet. C'est en tout cas le constat qu'a fait le collectif Nous Toutes, qui dévoile dans les colonnes de Libération le résultat d'une enquête réalisée sur le sujet. On y apprend que la loi de 2001 prévoyait à l'origine 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité du CP à la terminale, mais que dans les faits, ces programmes n'étaient que très rarement programmés par les enseignants. Et c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes semblent aujourd'hui se tourner le plus afin d'aborder sans tabou les thèmes souvent ignorés par l'éducation nationale. Dans les Yvelines, une histoire de fou. Une mère d'élève a été convoquée par la police pour une erreur de test. Ça s'est passé le mois dernier. Souvenez-vous, à l'époque, il fallait un test antigénique ou un PCR négatif pour que les enfants soient admis en classe. Mais cette mère ouvertement anti-vax s'est contentée d'un autotest. Son petit garçon n'a donc pas été accepté et la directrice de l'établissement a porté plainte. Écoutez maître Marie-Laure Ingouf, l'avocate de la maman, joint par RTL. La maman est interrogée pendant plus de 2 heures au commissariat pour s'expliquer sur les faits. Les directeurs d'établissement et aussi bon nombre d'enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont confrontés aussi aux parents qui en ont marre. En l'occurrence, cette maman, son fils n'était quasiment pas allé à l'école en décembre parce que la classe était fermée sans arrêt. Donc quand on vous refuse un enfant alors que son test est négatif, parce qu'il a un autotest et pas un test en pharmacie, alors que le soir même d'ailleurs le Premier ministre dit que finalement c'est pareil, il faut comprendre aussi que pour les parents, ça devient du grand n'importe quoi en fait. Oui, une histoire de fou, évidemment. Et puis France Info révèle ce jeudi une étude qui inquiète. C'est une enquête réalisée par la Fédération des délégués départementaux de l'Assemblée nationale. On y apprend que près d'un directeur d'école sur 2 aurait été insulté au cours de l'année 2021. Et en très grande majorité de la part de parents. Souvenez-vous, la semaine dernière, dans le Nord, une directrice d'établissement avait été agressée par un homme lui reprochant d'appliquer le protocole sanitaire. Alors si la plupart des violences sont d'abord verbales et en petite minorité physique, l'étude alerte aussi sur l'émergence de la cyberviolence sur Internet. Merci Mickaël. Je vous le disais dans le sommaire, comment préserver nos langues vivantes et améliorer le niveau de nos enfants. On en débat tout de suite, c'est la question du jour. Et pour en débattre justement, j'accueille sur ce plateau Caroline Pascal, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes chef de l'IGESR, la mission de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et vice-présidente du Conseil supérieur des langues. Et Brice Poulot, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir également. Vous êtes directeur langues et métiers à l'ISIT, qui est une école de traduction. Traduction et d'interculturel, oui. Très bien, on va y revenir. Alors Caroline Pascal, vous êtes notamment à l'initiative du Conseil supérieur des langues qui vient d'être créé, je crois, en janvier. Quel est le but et pourquoi maintenant ? Alors, je ne suis pas tout à fait à l'initiative, puisque c'est le ministre qui est à l'initiative de la création de Jean-Michel Blanquer, qui est à l'initiative de la création de ce conseil, qui a vocation
qui est totalement inédit, puisque c'est la première fois qu'on fait un conseil sur l'ensemble des enseignements de langue. Langue vivante étrangère, langue vivante régionale et langue classique, langue de l'Antiquité. L'intérêt est justement de faire travailler ensemble et de faire réfléchir ensemble à la fois des enseignants, des chercheurs, des acteurs du monde économique qui créent tous les jours des start-up sur l'enseignement des langues, de manière à, dans le fond, améliorer la formation, proposer des solutions un peu nouvelles, innovantes, technologiques sur l'enseignement des langues. Et ça a un lien avec la présidence de l'Europe, la présidence de la France? Bien sûr, ça a un lien avec la présidence de l'Europe, notamment parce qu'on va aussi réfléchir aux questions de mobilité des élèves, des professeurs, comment est-ce qu'on l'améliore, puisque un des grands atouts de l'enseignement des langues, c'est à la fois de pouvoir partir, et puis c'est aussi de connaître des langues pour pouvoir partir. Bon, alors, je suis désolée, mais depuis toujours, on a entendu que nous étions très mauvais en langue ici en France. Est-ce que c'est vrai, ça? Caroline Pascal-Juste, dites-moi. Alors, c'est pas complètement faux, le dire ce serait... Mais c'est quand même un vrai stéréotype. Et aujourd'hui, on voit la progression des élèves. Notamment, il y a eu de dernières études en 2016, essentiellement sur l'anglais, mais quand même sur l'ensemble des langues, qui montraient qu'on s'était beaucoup amélioré en compréhension de l'oral et en expression de l'oral. J'ai quand même un rapport de l'EF qui est sorti, c'est un organisme de séjour, qui dit que la France arrive 24e sur 35 des pays européens. Donc, pour vous, c'est une réalité ou pas? Mauvais en langue, les Français? On est en progrès. Non, mais c'est évident, Vous êtes super positif, j'aime beaucoup ça. C'est un peu mon rôle à l'ISIT, justement, de pouvoir favoriser l'apprentissage des langues. Donc forcément, je ne peux pas dire que les étudiants sont mauvais, bien au contraire. L'objectif ici, c'est de permettre en fait aux étudiants de découvrir à la fois une langue, mais aussi des cultures. Parce qu'on pense toujours aux langues vivantes, mais ce qui est derrière les langues, c'est surtout des cultures. Il y a tout un patrimoine en fait, qui est important. Donc s'arrêter simplement à la compréhension de la langue, c'est peut-être faire une erreur. Mais c'est ce qu'on fait déjà à l'école, parce qu'à l'école, on étudie évidemment plusieurs langues vivantes, mais est-ce qu'on étudie aussi, effectivement, peut-être en langues étrangères appliquées, on étudie effectivement la culture et l'histoire? On étudie, tous les enseignements de langue sont toujours restés très, très, très attachés à l'enseignement de la culture qui va avec. D'ailleurs, parler une langue, c'est avoir une représentation du monde, donc c'est logiquement lié à la culture. Ce qui est un des points très importants. Le deuxième point très important, en France, qu'on ne dit jamais, c'est que nous sommes le pays qui, en Europe, a développé l'enseignement au moins de 2 langues, voire de 3 pour tous les élèves. Donc quand on nous classe, et notamment par rapport à des pays qu'on dit très bons en langue, comme la Suède est très bonne en anglais. Elle est très mauvaise en espagnol. Donc c'est parce que l'environnement, pour moi qui suis hispanophone, ça veut dire forcément c'est agaçant. Donc c'est plutôt une question d'environnement et de bilinguisme quasi généralisé du pays. Alors justement, on va y venir parce qu'à quel moment on apprend l'école? Un enfant apprend une langue plutôt à l'école. Alors évidemment, ça peut venir aussi des familles. Quand les familles effectivement sont d'origine étrangère, souvent plusieurs langues sont parlées à la maison, ou du moins 2. Mais c'est là, il y a un enjeu, effectivement. L'apprentissage d'une langue commence dès le primaire en France. Oui. Combien de temps par semaine? 2 heures par semaine, enfin 2 1 heure fois et demie en oui. primaire Non, un peu plus que ça même. Et aujourd'hui surtout, on a séquencé. C'est-à-dire que normalement, ce sont des séquences de 20 minutes à la place de séquences de 45 minutes, qui permettent justement de revenir beaucoup plus souvent, parce que c'est ça qui est très important en langue, c'est de réactiver constamment. Eh ben, c'est le moment en fait où finalement l'enfant est le plus prédisposé à apprendre la langue en étant tout petit. Généralement, c'est entre 0 et 5 ans qu'on apprend le mieux une nouvelle langue. Donc là, si entre 0 et 5 ans, on arrive à mettre un enfant dans une immersion, au moins de bilinguisme, on est quasiment sûr qu'il va pouvoir acquérir une langue avec énormément de facilité. Vous savez, c'est ce qu'on dit pour l'éducation générale. On dit toujours que l'éducation se fait entre 0 et 5 ans. C'est particulièrement vrai pour les langues, par exemple pour l'accent. En fait, un enfant qui entend une langue étrangère avec l'accent de la langue étrangère pourra très facilement le reproduire. Passé 5-6 ans, ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est aussi à cet âge-là que se fixe la prononciation, l'articulation, justement? Oui, principalement. Après, je serais moins négative, c'est-à-dire qu'on peut quand même commencer plus tardivement à apprendre une langue. Heureusement. Oui. Mais plus on commence tôt, mieux c'est, notamment pour la phonologie. Mais c'est vrai que malgré tout, ça continue à se travailler jusqu'à 20 ans. C'est plus tard que c'est plus difficile. Et justement, l'apprentissage des langues, est-ce que ça permet aussi, finalement, de développer des compétences dans d'autres domaines? On développe des compétences de créativité, notamment. On développe des compétences d'une autre manière de voir le monde, en fait, une autre manière de découvrir, de s'ouvrir aux autres, et c'est absolument essentiel. Donc, que l'on apprenne une langue rare ou alors une langue très, très courante, ce qui importe quand on apprend une nouvelle langue, c'est cette capacité à s'ouvrir. Alors, capacité à s'ouvrir, je l'entends, la culture, j'entends tout ça. Aujourd'hui,
je parle essentiellement de l'anglais, parce que finalement, c'est quand même la deuxième langue du pays, et partout en Europe, et partout dans le monde. Non, mais on va y venir justement à toutes les langues. Je sais que ça vous titille. Mais quand on voit tous ces lycéens, ces collégiens qui sont en permanence en lien avec l'anglais, pour les séries, pour les réseaux sociaux, pour tout en général, pourquoi finalement il y a un manque de motivation à l'école pour apprendre les langues, et pourquoi finalement on ne va pas plus imposer de nombre d'heures d'apprentissage de langue à l'école? Je parle de l'école en général, hein. Oui, Le lycée. alors la question des heures et des heures d'enseignement est une question évidemment importante, c'est pas la seule. Ce qui est important, c'est la régularité, hein, avant tout, la régularité de l'apprentissage. Par ailleurs, il faut au contraire qu'on s'appuie sur cette exposition à l'anglais, notamment, mais pas seulement, l'exposition aux langues, que permettent aujourd'hui tous les outils numériques, notamment, et les médias. Et je crois qu'au lieu de les opposer, d'une certaine manière, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans un continuum entre ce que l'on peut faire à l'école, et l'école ne peut pas tout. Si on multiplie les heures de langue, c'est au détriment d'heures dans d'autres disciplines. Oui. Donc la semaine de notre lycéen, de notre collégien ou de notre écolier n'est pas extensible à l'infini. Donc il faut faire dans le temps contraint qui est le nôtre, mais complété par tout l'extrascolaire. Et ça, c'est important, et notamment la politique des médias, la politique culturelle est très importante aussi. Vous voulez ajouter quelque C'est chose? peut-être là où il y a un problème sur la question de la formation des enseignants. Parce que est-ce que la didactique telle qu'elle est faite aujourd'hui admet le fait de faire travailler sur des séries, sur des articles, enfin, ou est-ce qu'on n'a pas encore un petit peu trop au lycée cette tendance à rester sur des textes un petit peu trop littéraires, un peu Non. trop classiques? Je crois qu'on est vraiment sorti de ça. C'est-à-dire qu'on a véritablement un enseignement aujourd'hui qui est très tourné et qui utilise le numérique, qui est très tourné vers la culture contemporaine, qui utilise séries, articles, presse, etc. La littérature, au contraire, il nous a presque été reproché que la littérature soit un peu le parent pauvre. Alors, il y a la spécialité qui a été lancée pour les élèves de première et de terminale, très littéraire, et destinée finalement à former ensuite des étudiants qui suivront des cursus de langue. Mais il y a notamment Anglais Monde Contemporain, hein, qui est une autre spécialité qui est très ouverte, au contraire, sur la presse, les essais, le cinéma, la culture véritablement contemporaine, qui elle aussi a vocation à construire de futurs étudiants pour l'ISIT, pour les LEA, pour des filières beaucoup C'est rassurant. plus, voilà, beaucoup plus directement en prise sur le monde contemporain. Mais c'est vrai qu'à l'instar de l'instruction civique, c'est vrai que les cours finalement de langue dispensés au collège sont plus importants en nombre d'heures qu'au lycée. Alors je sais, vous allez me redire effectivement que c'est la répétition qui prévaut et la qualité évidemment des cours, mais c'est étonnant de voir qu'il y a plus d'heures de cours. J'avais noté 5h30 par semaine en seconde, 4h30 en première, 4 heures en terminale. Pourquoi ? Parce qu'il y a la philo qui arrive, oui, parce que quoi, pour des raisons de spécialisation en réalité. C'est-à-dire que ce que vous dites est tout à fait juste pour l'ensemble, le tronc commun. C'est-à-dire que tous nos élèves ont 4 heures de langue, de 2 langues, ce qui n'est pas non plus, encore une fois, la culture des autres pays. Mais à côté de ça, on a 200 000 élèves qui ont 10 heures de langue. 8 dans leur langue de spécialité et 2 dans leur deuxième langue, voire 13 s'ils ont une troisième langue. Donc en fait, on profile simplement, c'est-à-dire qu'on a des élèves ultra spécialisés qui seront très 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 bons en langue, et puis on a une culture de base, comme pour les autres matières du tronc commun, où on juge que n'importe quel élève et tous les élèves doivent avoir minimum 4 heures. Sauf effectivement à aller vers la spécialité, on voit quand même qu'on ne sort pas du lycée en étant bilingue ou trilingue. Mais néanmoins, il y a quand même des dispositifs qui peuvent être très intéressants. Comme lesquels ? Je pense par exemple au programme Voltaire qui permet à des lycéens de partir pour faire une année en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est un programme qui est soutenu par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui finance très largement. C'est vraiment une opportunité magnifique. Ça coûte de l'argent, famille, ça ? Peu. Combien ? Vous savez à peu près ? J'ai pas de chiffre en tête, mais lorsque l'OFAGE participe vraiment. Et c'est dommage en fait de ne pas connaître suffisamment ces dispositifs. Ça existe pour l'allemand, ça doit exister évidemment pour d'autres langues. Et c'est vraiment le moyen de devenir bilingue à la fin du lycée. Et dans le cadre de la PFUE, donc de la présidence française de l'Union européenne, le doublement des bourses Erasmus+, qui vont permettre justement à des élèves de partir avant le bac, et pas simplement les étudiants dans tous les pays d'Europe, vont aussi contribuer à améliorer cette mobilité. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'au-delà du tronc commun, si je puis dire, de base, on a ces 200 000 élèves en spécialité, on a plus de 70 000 élèves qui sont dans des dispositifs de renforcement linguistique, section internationale, section européenne et de langues orientales, bi-bac, c'est-à-dire les bacs binationaux, qui se passent en allemand, en italien et en espagnol. Donc il y a quand même une vraie politique de
renforcement et d'encouragement de l'apprentissage Et des j'ai langues. même lu d'ailleurs sur le site du ministère de l'Éducation qu'il y avait des cours qui étaient prévus en dehors de l'école, ou des ateliers, un renforcement. Alors, plan mercredi, notamment surtout pour l'enseignement primaire, où on développe avec les associations la possibilité d'apprendre les langues et d'avoir en tout cas une exposition aux langues pendant les heures extrascolaires, pendant le périscolaire. Donc, en effet, il y a vraiment une dynamique générale. J'ai même lu aussi que l'idée était de favoriser les échanges dans un souci de justice sociale. Oui. Ça veut dire quoi? Ben, À quel moment il y a une justice sociale Très par rapport aux longtemps, langues les langues vivantes ont été considérées comme, dans le fond, une discipline assez élitiste socialement, parce que c'était plus facile Les langues d'aller mortes, apprendre. surtout. Les langues mortes Au d'abord départ. jusqu'aux années Oui. 60, puisqu'elles étaient le critère de sélection, Oui. remplacées ensuite par la discipline des mathématiques plutôt, qu'on jugeait plus ouverte, plus démocratique. Mais les langues ont toujours été un peu considérées comme une discipline socialement élitiste, parce que c'était plus facile d'aller l'apprendre en summer camp aux États-Unis que ce que l'école pouvait donner. Or, on voit bien que ce qu'on essaye justement, c'est de donner à tous les élèves la possibilité d'accéder à un niveau de langue, à une maîtrise des langues très importante, parce que c'est aussi, on a parlé tout à l'heure d'ouverture, d'humanisme, d'ouverture cette sur le notion monde, est très intéressante, mais c'est justement. aussi celle de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire parler anglais, c'est aussi un critère, et parler chinois ou parler arabe, ce sont des critères aussi d'employabilité. Donc c'est une chance que nous devons donner à tous les élèves, et pour ça c'est l'école qui peut le faire. Il y a 5000 langues dans le monde. Je pensais moins. J'ai relu. Est-ce que je me trompe? Dans 5000 langues actuellement, mais dans l'histoire de l'humanité, on a été à 30 000 langues en tout, et donc la plupart ont aujourd'hui disparu. Ah ouais. Mais c'est un peu un chiffre en trompe-l'œil, parce que la réalité, c'est que 90% de la population parle 200 langues. 200 langues avec toujours et partout encore l'anglais qui persiste et qui reste la langue la plus parlée dans le monde. L'anglais qui reste la langue la plus parlée dans le monde, suivi du chinois, de l'hindi, le français, De Ça, c'est une question de nombre. l'espagnol De après, l'espagnol. effectivement. Ouais, c'est une question de nombre, Oui. tout simplement. Mm. D'accord. Et alors, donc, c'est quand même terrible à dire qu'on se concentre essentiellement sur ces langues-là. C'est bien, c'est mal, ça veut dire quoi? Parce que finalement, toutes ces langues, qu'est-ce qu'on en fait? Difficile de dire si c'est bien ou c'est Oui. mal. En fait, il peut y avoir un choix stratégique. Lorsque vous parlez anglais, espagnol et chinois, vous pouvez vous adresser à un tiers de l'humanité. Même peut-être plus, non? Ça fait beaucoup, ça fait doit beaucoup, faire ça. Hein? Un bon tiers. Mm. Donc c'est stratégiquement intéressant en termes d'employabilité, ça c'est sûr, mais également, si on pense aux langues plus rares, imaginez vous parlez néerlandais et roumain, Mhm. votre carrière à l'ONU, à l'Europe ou alors à l'OTAN, elle est toute tracée. Ou tout simplement aux Pays-Bas, en se Pays-Bas, spécialisant effectivement Non, mais je dans un crois domaine que- précis. Oui, je crois que ce qui est important, c'est de revenir peut-être sur cette politique qui a toujours été la nôtre, de parler ou en tout cas d'apprendre au moins 2 langues. Oui. Ça permet d'avoir une langue extrêmement courante comme l'anglais, et puis d'avoir une langue très rare. Et là, on a des profils intéressants. On apprend à l'école en France 23 langues, c'est-à-dire on propose 23 langues. Alors sur 200, c'est quand même pas rien. Alors sur 5000, le chiffre est peut-être moindre, mais sur 200 langues qui sont vraiment parlées dans le monde, c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est une politique qu'on a toujours portée en France et de manière assez originale en Europe. Alors là, on parle des langues vivantes, mais il y a aussi les langues régionales. Et les langues régionales, elles refont surface. Jean-Michel Blanquer en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est quand même assez chouette de se dire qu'on peut tout d'un coup apprendre effectivement la langue de sa région, notamment ceux qui sont frontaliers avec les pays aussi, parce qu'ils ont la langue régionale et aussi la langue du pays d'à côté. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ces cas-là? Est-ce qu'on privilégie les langues vivantes qui sont parlées dans le monde? Est-ce qu'il faut privilégier sa langue Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer dans la concurrence. Sûr. Et c'est bien l'objet de ce Conseil supérieur des langues. C'est-à-dire que d'abord, plus on connaît de langues, plus on en apprend d'autres facilement. Donc, au contraire, augmentons le bagage linguistique de nos élèves. Et puis, la langue régionale, qui est quand même une question aussi d'identité, de patrimoine français. Nous sommes riches de cette diversité des langues et c'est intéressant même de l'apprendre à côté du français. Donc, c'est évidemment une politique qui a été redéveloppée, vous le dites très justement, c'est-à-dire les langues régionales qui avaient été plutôt bannies de l'école au début du siècle dernier, du XXe siècle, reviennent en force en ce début de XXIe siècle parce qu'on construit dans le fond plutôt sur ce bilinguisme. Il y a des étudiants qui se focalisent sur les langues régionales dans votre école? Il y a des étudiants qui aimeraient bien pouvoir apprendre les langues régionales dans notre école. Alors, nous sommes orientés sur l'international et essentiellement, ce qui fait qu'on ne propose pas de langue régionale, mais très souvent, on a
des étudiants qui viennent. Une étudiante de Monaco, par exemple, qui avait appris le monégasque, parce que oui, le monégasque est une langue, on l'oublie, le monégasque pour passer le bac, par exemple, notamment. Donc elle avait l'option monégasque dans son bac. Oui. Mais c'est vrai qu'on a aussi bien aux Antilles que dans l'océan Indien, on a des parties de France, si je puis dire, dans un contexte géographique complètement différent. Et pouvoir construire l'identité de ces élèves, de cette jeunesse, autour du créole parlé là où ils sont, du français, qui est la langue du pays, et puis des langues qui les entourent, souvent l'anglais, mais pas que, ça leur donne une richesse. Et plus que jamais, c'est l'occasion de parler de culture, justement, et de la culture créole, en l'occurrence. Vous voyez une influence dans votre école et une appétence pour ce métier, le métier de traducteur, le métier qui a un lien avec les langues? L'ISIT, à l'origine, est une école de traduction et d'interprétation. On s'est développé dans d'autres domaines, mais c'est effectivement notre corps de métier. Donc il y a une appétence qui est réelle. Alors on a tendance parfois à penser que le métier de traducteur est un métier du passé, puisque aujourd'hui, avec des outils comme DeepL, par exemple, traducteurs en ligne qui sont extrêmement efficaces, on peut penser de manière assez naïve que la traduction est morte. Au contraire. Enfin, nous ne sommes pas des robots, on ne peut pas taper Exactement. Et faire ressortir l'information, il faut pouvoir échanger. C'est exactement ça. Donc les étudiants sont très intéressés par ces métiers de la traduction et de l'interprétation, et surtout, on peut le dire, quand on est interprète de conférence, on peut très bien gagner sa vie. Ah oui, c'est quoi très bien gagner sa vie? Très bien gagner sa vie en fonction de là où vous êtes. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Ça peut être 4 5 000 euros, et si vous montez votre entreprise, ça peut être plus encore. Ah oui, en effet, c'est un sacré budget. Enfin, un sacré budget. C'est un sacré job. Et le niveau des élèves se maintient aujourd'hui? Vous le voyez? Alors, vous êtes hésitant. On a vu une différence avec l'arrivée de Parcoursup, en fait. Avant Parcoursup, on sélectionnait nos étudiants à partir de tests qu'on leur faisait passer. Et évidemment, le critère linguistique était essentiel. Aujourd'hui, avec Parcoursup, on se fie aux notes que l'on voit sur les bulletins de notes, et forcément, il y a un décalage souvent entre nos attentes et le niveau réel des étudiants. Mais finalement, ça, c'est pas forcément un problème, parce que je dis souvent, notre métier, c'est la pédagogie. Si nos étudiants arrivaient tous bilingues ou trilingues, qu'est-ce qu'on ferait ici? Donc, non, c'est certes, il y a peut-être un niveau qui a légèrement baissé, qui baisse légèrement, effectivement, mais c'est aussi le métier des enseignants, notre métier, que de faire en sorte de mettre nos étudiants à niveau, oui. Alors, il y a des aides de l'État, effectivement, pour permettre l'apprentissage des langues plus facilement à l'école et puis en dehors de l'école. Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre comment on peut, effectivement, de manière efficace, pour des parents qui n'ont pas forcément les moyens, et pour les autres aussi, bien sûr, mais de pouvoir amener les enfants à justement apprendre un maximum de langues, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je crois que, j'ai pas de réponse directe à votre question, si ce n'est qu'on voit quand même que ce sujet des langues vivantes est un sujet qui intéresse tout le monde, les médias, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les mairies, cherchent à favoriser cet enseignement des langues en proposant, notamment dans le périscolaire, des cours de langue. Les médias s'y sont intéressés aussi. On a une tradition particulière en France, qui est ce qu'on appelle l'exception culturelle, c'est-à-dire qu'il faut parler le français, et qu'au contraire, dans les médias, etc., il faut que le français soit dominant. Pour autant, et notamment pour les petits, il y a quand même de plus en plus de programmes proposés en langue vivante sur les chaînes dédiées aux enfants. Et je pense que c'est cet environnement-là qui finit par prendre de l'importance aussi. Je le disais tout à l'heure en citant l'exemple suédois. C'est quand, dans le fond, tout le pays accepte l'idée que d'apprendre des langues n'est pas concurrentiel avec le fait de parler le français et de porter la francophonie, mais bien au contraire un moyen de l'apporter encore mieux, que dans le fond, ces expériences se multiplient. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Poulot? Je dis quand même attention, parce qu'effectivement, dans les pays d'Europe du Nord, l'anglais a quasiment supplanté en fait les langues nationales. Donc, j'entends évidemment un bilinguisme entre français et anglais serait idéal, mais attention, il faut quand même toujours préserver la langue maternelle, parce que très clairement, en fait, dès lors qu'on ne maîtrise pas correctement sa langue maternelle, il est illusoire de vouloir apprendre différentes langues. Donc l'essentiel dans un premier temps, c'est évidemment de renforcer sa langue maternelle, d'être vraiment un locuteur dans sa langue maternelle de manière agile, pour pouvoir envisager ensuite d'apprendre de nouvelles langues. Ça, je crois qu'en effet, là-dessus, on est absolument d'accord. Mais je crois pas, encore une fois, je ne crois pas que ce soit concurrentiel. On est très, 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 très loin d'un bilinguisme en France. La question ne se pose même pas. Donc, c'est juste comment
évidemment, on conforte l'enseignement du français et c'est toute la politique qu'on a mise en place sur les enseignements fondamentaux, notamment parce que la langue n'est pas toujours bien maîtrisée par les enfants qui arrivent à l'école. Et puis, au-delà, et ensuite, simplement, s'ouvrir aux langues étrangères. Alors, les langues étrangères, on a parlé des langues mortes tout à l'heure. Le latin, le grec, quid, qu'est-ce qu'on en fait de ces langues mortes qui reviennent aussi? Est-ce qu'elles permettent justement peut-être de mieux aborder la langue française et de mieux la maîtriser? Alors, est-ce qu'on pourrait parler de langue classique et pas de langue morte? Ah ok, évidemment. Non, C'est mais beaucoup plus joli. C'est plus joli et puis aussi ça a du sens parce que les langues classiques, Rassurez-moi, elles ne sont plus parlées. elles sont toujours vivantes. Elles sont vivantes parce qu'elles Mais sont parlées elles sont par vivantes qui? parce que le français, c'est 80% de latin. Le français, c'est 80% latin. Il y a du gaulois, il y a du francique en français. Le francique, par exemple, quand vous utilisez l'adverbe trop, Oui. trop, ça vient du francique torp, qui veut dire amas, groupement. Et trop, après, vous le retrouvez dans troupeau, troupe. Donc finalement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Allez, si on peut Le donner un français se exemple. parle où? Le francique il était parlé par les Francs à l'époque, hein, mais il ne se parle plus aujourd'hui. Voilà, comme mais, le latin et le grec. mais ils vivent toujours Oui. au travers du français Bien et d'autres sûr. langues. Le gaulois, Parce qu'il y a le radical, parce qu'effectivement, quand on décortique un mot, on retrouve. mais c'est l'évolution naturelle des langues. C'est normal qu'il y ait des langues qui disparaissent, qui sont avalées par d'autres également. C'est ce qu'on appelle la glottophagie. Et donc, ces langues continuent à vivre au travers des langues existantes. Je vous donne l'exemple du gaulois, si vous voulez. Quand vous allez à Verdun, Verdun, c'est un peu gaulois parce que le suffixe d'un, d'une, signifie citadelle, ville fortifiée. Mais c'est valable pour tous les mots de la langue française. Ça, de toute C'est façon, on valable. retrouvera toujours un radical latin ou grec. Bien sûr, Donc, mais les langues ne sont pas mortes. Oui. Oui, non, c'est une jolie façon de le dire. Vous êtes d'accord avec ça, Oui, Camille Pascal? bien sûr que je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que les langues classiques ou les langues de l'Antiquité sont des langues vivantes au sens où elles sont toujours présentes. Elles ne sont plus parlées aujourd'hui, Oui. mais elles sont toujours présentes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas là non plus le nier. C'est-à-dire que c'est un apprentissage, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a été très dominant, qui l'est moins, parce qu'on a moins le sentiment peut-être qu'il y a immédiatement un intérêt à apprendre ces langues-là. Or, elles sont très formatrices. Elles sont un moyen, par contraste et par filiation, de mieux comprendre comment notre langue, et pas seulement la nôtre, mais un grand nombre des langues européennes. Notre histoire, en fait. Voilà. Donc, tous ces éléments-là font que c'est un élément très intéressant. En plus, c'est notre culture d'origine. Oui. C'est vraiment notre culture fondatrice. Donc, c'est aussi une manière de comprendre notre culture. Donc, tous ces éléments-là font qu'elles sont vivantes en classe. Il y a quand même 500 000 élèves en collège. Mais c'est facultatif aujourd'hui, ces langues encore vivantes, mais presque mortes, mais pas mortes. Oui, elles se prennent en option, mais pas qu'en option, puisqu'on en trouve aussi en langue vivante 2, Oui. donc deuxième langue, Oui. et puis en spécialité. C'est majoritairement une langue qu'on choisit en option, mais en option, ça ne veut pas dire accessoire. C'est pas innocent, je dis ça parce que il s'opère un choix à l'école, forcément. Il y a un nombre d'heures précis et un nombre donc de matières que l'on doit apprendre, qui sont enseignées, donc les langues vivantes, etc. Comment faire pour pouvoir justement jauger? Alors, on a une politique assez volontariste sur les langues de l'Antiquité, justement pour qu'elles continuent à être enseignées et à irriguer la culture de notre pays, comme les élèves sont quand même aussi très friands de coefficients et de ce que ça rapporte, donc on a redonné plus de coefficients aux langues de l'Antiquité au bac. On ouvre des sections qui permettent de travailler à la fois les langues classiques et puis les langues vivantes. On propose en 6e une découverte français et culture de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on a une politique véritablement d'attraction, si je puis dire, pour que les élèves reviennent vers ces langues. Voilà, j'espère que cette discussion aura donné envie à tous ceux qui nous regardent d'apprendre de plus en plus de langues et peut-être de finir à l'ISIT J'espère. juste après. Merci à vous deux, Caroline Pascal et Brice Poulot, d'avoir été avec nous. Restez avec nous, car juste après la pub, on parlera de l'école ABCM qui est en Alsace. Et là-bas, les élèves apprennent le français, l'alsacien et l'allemand. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, on est avec Sabine Rudio. Bonjour Sabine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes directrice pédagogique de l'école ABCM. On est en plateau avec Michael Dorian et on veut tout savoir de cette école ABCM puisqu'aujourd'hui la thématique du jour, et oui, ce sont les langues. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'école justement ABCM?
Alors, l'école ABCM Zweisprachigkeit fait partie d'un réseau d'écoles associatives qui existe en France, avec Diwan chez HK, la Bressol, les écoles corses et les Calandrettes. Donc, on fait partie de ce réseau d'écoles associatives en langue régionale. Donc, nous sommes les plus jeunes de ce réseau, puisque nous avons 30 ans d'existence. Nous sommes aussi avec l'ISLRF, donc l'Institut supérieur pour les langues de la République française. Donc tout ça, c'est ce qui constitue notre réseau. Alors nous, au niveau d'ABCM Zweisprachigkeit, comme vous l'entendez déjà un petit peu au niveau de la sonorité. Vous allez pas me faire une conférence? On va discuter ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes mignonne. D'accord, j'ai compris ce qu'était l'école ABCM, mais on va discuter. On va échanger. Sabine, alors l'école elle a 30 ans, vous me dites la plus jeune, mais enfin 30 ans ça fait un sacré moment quand même. C'était l'idée de qui? Ça vient de qui? Alors, ce sont des parents qui sont à l'origine de ce projet. En 1990, ils ont estimé qu'ils voulaient une école, une éducation bilingue pour leurs enfants. Et donc, notre réseau d'écoles ABCM Zweisprachigkeit gère 12 écoles actuellement. Au début, on n'en avait que 3. Donc, on a un petit peu grandi en 30 ans. Et puis, on a Elles sont alors, les 12, dans quelle ville? Alors, ça va de la Moselle jusqu'au sud de l'Alsace. Donc, on est à Sarreguemines, on a 2 écoles. Une à Saverne, une à Haguenau, à Schweighouse, à Strasbourg, à Gerstheim. Et ça fait combien à peu près d'élèves en tout, les 12 écoles? Alors, on arrive à 1200 élèves à peu près. Ah oui, quand même. Donc, il y a un véritable attrait, vous le voyez de plus en plus, un attrait justement pour les écoles dites bilingues, donc où on apprend en fait finalement au minimum 3 langues, et surtout pour la langue régionale. Alors, pour la langue régionale, effectivement, là, en ce moment, on a un petit peu le vent en poupe. On a maintenant les politiques un petit peu de notre côté, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez suivi cette actualité-là. Oui, bien sûr. En tout cas, la langue régionale, effectivement, est un formidable levier pour apprendre d'autres langues, parce que ça nous permet d'ouvrir les enfants vers d'autres cultures. Ils sont davantage curieux. Nous, on remarque effectivement que ce sont des enfants qui sont curieux et qui ont envie de croquer la vie à pleines dents, et ça fait plaisir. Et donc nous, on a envie de leur offrir ce cadeau dès le plus jeune âge. Donc oui, nous, je on commence comprends. comment Ça se passe concrètement comment au niveau des cours? Il y a autant de cours en français. Donc je disais, hein, vous êtes Alsace, donc Moselle, toute cette région-là. Donc vous avez donné des cours en français, en allemand et dans la langue régionale qu'on appelle comment déjà? L'Alsacien, simplement. Voilà. Et donc, l'Alsacien en Alsace et le Platte en Moselle. Voilà. Comment ça se passe au niveau de la répartition des cours? Ben justement, c'est un petit peu, c'est une réflexion qu'on a menée au sein de notre association. Au début, on était plutôt dans du bilingue paritaire avec uniquement du français et de l'allemand standard, alors que on a introduit le dialecte petit à petit parce que c'était pas une évidence au début. On a dû un petit peu, ouvrir tranquillement la porte. Donc le dialecte est arrivé un petit peu plus tard. Et puis là, maintenant, on est en train de développer un concept immersif sur le modèle des autres écoles associatives dont j'ai parlé en amont, donc avec en maternelle uniquement de la langue régionale, c'est-à-dire de l'allemand standard et du dialecte alsacien. Et en CP, l'alphabétisation se passe chez nous uniquement en allemand standard. Et le français est introduit à partir du CE1, donc l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'étude de la langue, ça se fait à partir du CE1 jusqu'à la fin du CM2. Voilà, on n'a pas de collège. Est-ce que la réflexion s'est faite aussi par un constat d'un mauvais apprentissage des langues dans les écoles publiques, par exemple ? C'était pas parti de là, c'était plus parti du fait que la langue régionale était en déperdition et que l'objectif c'était de la faire revivre, hein, en tout cas au sein de nos écoles, et puis de commencer le plus tôt possible avec les enfants pour qu'ils aient une véritable compétence bilingue en fin de CM2. Oui, parce que vous le voyez aussi, on a eu un débat juste avant le nôtre qui expliquait que finalement l'apprentissage des langues se fait beaucoup mieux
je dirais pas dès la naissance, mais en tout cas au plus jeune âge, dès vraiment l'entrée en maternelle. C'est ce que vous vérifiez aussi, C'est un vous? des principes. Absolument, c'est un des principes sur lesquels on joue. La précocité, plus on apprend tôt, meilleur c'est. Les enfants ont cette facilité d'apprendre toutes les langues dès leur plus jeune âge. Donc, nous, on a la chance d'avoir cette composante langue germanique, langue romane. Donc, ça offre des possibilités assez phénoménales. Et en plus, l'alsacien qui vient se greffer là-dessus, ça donne des résultats assez spectaculaires. Alors, c'est jusqu'au CM2. Après, l'entrée au collège, comment ça se passe? Eh bien, nos enfants quittent notre réseau pour aller au collège. Alors, la plupart partent dans des collèges bilingues, on va dire, mais voilà, le bilinguisme n'est pas forcément respecté. C'est un petit peu notre regret. Donc, on est en train de développer effectivement l'idée d'ouvrir un collège à BCM. Ah, voilà, l'idée est née forcément, parce que là, on se dit qu'il y a matière. On ne va pas laisser tous vos petits, le fruit de votre travail pour le laisser partir comme ça dans la nature. Donc, vous continueriez effectivement l'esprit trilingue, si je puis dire, en tout cas bilingue plus langue régionale, mais donc trilingue, pour le collège et le lycée? Absolument, oui, oui. Faudrait qu'on arrive à développer le système jusqu'au baccalauréat. Ce serait. Alors, vous voyez, ça fait 30 ans qu'on existe et on n'a toujours pas réussi à le faire parce qu'effectivement, les contraintes ne sont pas les mêmes pour un collège et un lycée que pour une école, pour des écoles élémentaires. Quelles sont les contraintes supplémentaires? Ah ben, il faudra trouver un petit peu plus de professeurs, des professeurs qui sont spécialisés dans des matières et puis qui maîtrisent la langue régionale, alors soit l'allemand standard, soit le dialecte. Donc Là, on le voit maintenant, Jean-Michel Blanquer, effectivement, a remis les langues régionales, effectivement, au goût du jour, si je puis dire. En tout cas, prône l'apprentissage aussi de ces langues-là, et bien sûr des langues vivantes de manière générale, toutes les langues. Mais vous m'avez dit juste avant que vous avez rencontré pas mal de réticences, si ce n'est de problèmes, pour justement imposer votre modèle. On nous a quand même taxé C'est qui, on? d'anticonventionnalisme ou d'anticonventionnalité, donc contraire à la Constitution, avec notre principe immersif, Mais qui existe quand même chez Quand vous dites chez on, c'est HK qui? depuis presque 50 ans. Donc c'est quand même, on est toujours dans une expérimentation pédagogique, c'est ça. C'est sous ce chapeau-là qu'on peut exercer notre principe immersif. Sabine Rudio, je sais qu'on est loin parce qu'on est en Skype, mais je vais quand même répéter ma question. Quand vous dites on, c'est qui on? Mais je parle du réseau là en fait. On a été mis en danger. On a été mis en danger dans notre système immersif puisque il a été considéré par Monsieur Blanquer comme anticonstitutionnel. Monsieur Blanquer et puis l'Assemblée, je crois que l'Assemblée générale, oui. D'accord. C'est quoi la clé pour que les enfants deviennent complètement bilingues? C'est une organisation, c'est une passion de la part des enseignants. Donc, on a une organisation. En fait, au niveau de nos écoles, les enfants sont vraiment dans un bain linguistique quotidien où ils entendent la langue régionale tout le temps. Alors, même en périscolaire, on essaie d'organiser le périscolaire en langue régionale, donc ça peut être soit en allemand standard, soit en dialecte, pour que les enfants entendent cette langue tous les jours. Parce que c'est ça, en fait, c'est un travail quotidien. Le professeur Petit, sur lequel on s'appuie, nous disait il faut entendre la langue au moins 2 heures par jour et tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de samedi, pas de dimanche sans entendre la langue. Donc nous, pour contrebalancer le bain linguistique francophone des enfants, on est obligé de faire plus en langue régionale pour que les enfants arrivent véritablement à une parité de compétences en fin de CM2. Ce qui est étonnant, c'est que vous parlez de langue régionale quand vous parlez de l'allemand. Oui, en Alsace, c'est une langue régionale, Voilà, absolument. C'est une langue qui a existé 1500 ans, pendant 1500 ans, bien avant le français. Donc, effectivement, chez nous, c'est une langue régionale. Pardonnez-moi, mais quand vous décrivez votre méthode immersive, en quoi elle peut être qualifiée d'anticonstitutionnelle? Et elle a été, d'après ce que vous nous dites. Mais parce que on fait davantage en maternelle, par exemple, on ne fait que de la langue régionale. Il n'y a pas du tout de français. Le français est introduit à partir du CE1. Et donc l'alphabétisation, le OCP, ça se passe uniquement en langue régionale. Donc ce qui nous est reproché finalement, c'est de ne pas
faire suffisamment de français, en Est-ce gros. que ça pose pas de problème, effectivement, aux enfants, des lacunes en français? Est-ce que c'est tard, Ben, finalement, non. de commencer le français au CE1? Eh bien, vous allez être très surpris. En classe de CE1, nous avons eu la visite d'un inspecteur qui est venu donc inspecter une enseignante qui enseignait en français, qui introduisait effectivement la lecture en classe de CE1. Elle a été inspectée fin septembre et l'inspecteur m'a quand même dit à plusieurs reprises que les enfants n'avaient aucun retard en apprentissage de la lecture en langue française. Parce qu'en fait, finalement, apprendre plusieurs langues permet la maîtrise plus rapide peut-être d'une troisième ou quatrième langue, en l'occurrence. Qui met ses enfants en fait dans cette école? Est-ce que ce sont déjà des gens qui sont familiarisés avec l'allemand chez eux? Non, non, pas forcément. Nous, on ne fait pas de sélection. Il n'y a pas forcément de profil type. On est ouvert à tout le monde et pour nous, tout le monde peut apprendre deux langues. Il suffit d'en avoir la volonté et puis d'être motivé pour le faire. Alors, vous n'êtes pas la seule école, hein, vous l'avez dit vous-même au tout début de cette interview, la seule école bilingue qui existe en France. Il y a aussi des écoles bretonnes, basques, catalanes, corses, occitanes. Vous parlez entre vous, il y a un vrai réseau qui s'opère? Absolument, oui, oui. Oui, oui, on se rencontre au moins une fois par an hein, pour une assemblée générale. Donc, Vous comprenez? il y a ce réseau. Vous parlez tous anglais, du coup, comment on fait? Eh Quelle bien langue? non, la langue dans laquelle on s'exprime, ça va être le français. Oui, je me doute, je plaisantais. Mais donc, il y a une vraie ambiance générale pour vous soutenir et pour pouvoir faire émerger justement le côté régional des langues que l'on peut retrouver en France. Bah, ça nous permet en fait de porter au niveau du ministère les demandes régionales Une voix et commune. finalement d'être un petit peu fédéré et d'avoir davantage de force aussi parce que seul c'est l'union qui fait la force. Oui, effectivement. Et Évidemment. on est très content que les Corses nous aient rejoints dans cette aventure. Ce sont eux les plus jeunes, c'est pas nous, c'est plus nous. Merci beaucoup, Sabine Rudio. Je vais vous demander, avant de nous quitter, s'il vous plaît, de nous faire un petit au revoir en alsacien. So, liebe Sommer, es hat mich gefreut und ich wünsche alles Gute für die Zukunft. Ah, c'est plus long en Merci, alsacien, le Philippe. au revoir. Et franchement, j'espère que c'était sympathique. Parce qu'en fait, Sabine pourrait tout se permettre. Je vous ai juste souhaité bon courage pour la suite et puis merci beaucoup. Thank you very much. I'm very appreciated. Merci beaucoup, welcome. Sabine, d'avoir été avec nous. C'est formidable. Vive les langues régionales. Quoi de neuf sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est notre chronique avec Mickaël Dorian. C'est le jeu dont tout le monde parle en ce moment et on apprend cette semaine qu'il vient d'être acheté par le New York Times, c'est Wordle. Oui, vous avez certainement vu ces grilles de mots avec ces cases jaunes et vertes partagées sur Facebook. En seulement 4 mois, Wordle est devenu un véritable phénomène à la maison comme à l'école. Alors faut-il avoir quand même quelques notions d'anglais car aucune adaptation française officielle n'existe encore. Je dis officielle car vous allez voir qu'il existe en réalité des copies en français, notamment Sutom dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais d'abord, connaissez-vous le principe de Wordle, Virginie? J'ai l'impression, je sais pas. Vous connaissez Motus? Motus. C'est pareil. Vous faites très bien, c'est pareil. Dans Wordle, vous avez 6 chances de deviner un mot de 5 lettres choisi au hasard. Si vous avez la bonne lettre au bon endroit, elle apparaît en vert. Une lettre correcte mais mal placée apparaît en jaune. Il manque plus que le petit bruitage. Tout. Et on s'y croirait. Retour quelques années en arrière sur le plateau de Thierry Beccaro. Sauf que dans le cas de Wordle, il n'y a qu'un seul mot à deviner par jour. Son créateur s'appelle Josh Wardle, un Anglais qui vit à Brooklyn. Il a imaginé ce jeu pendant le confinement pour occuper son compagnon accro aux mots croisés. Rapidement, sa famille puis ses amis se sont pris au jeu. En novembre, Wordle comptait 90 utilisateurs. Début janvier, ils étaient 300 000. Et là, on a dépassé les 3 millions. C'est pour vous dire l'ampleur du phénomène, Virginie.
C'est le Je ris tant et plus parce qu'entre le momomotus et le tutututu, on est parfait, on est au top. Je pense que c'est bon, on est bon pour The Voice. Ça fait plaisir en tout cas de saluer mon petit camarade Thierry Beccaro. Désolé d'avoir un peu écorché le momomotus. générique. Mais enfin bon, c'est le générique qu'on a en tête. Bon alors, donc qu'est-ce qui explique ce fameux succès de Wordle? D'abord, le fait que ce soit un jeu hyper simple auquel on peut jouer partout et à tout moment, limité, je vous le disais tout à l'heure, à un mot par jour, ce qui donne envie d'y revenir, mais qui en même temps ne monopolisera pas, je vais y arriver, votre journée. Une fois que le mot est trouvé, il faut attendre le lendemain pour rejouer. Et puis il y a aussi le fait que ce jeu fait vivre une expérience un peu vintage des jeux en ligne. Pas de pub, pas d'utilisation douteuse des données et surtout, il est totalement gratuit. Et il va rester gratuit? Alors, il y a quelques semaines, Josh Wardle expliquait que le succès du jeu lui posait problème, qu'il se sentait responsable vis-à-vis des joueurs et qu'il ne voulait pas que ce jeu, qui n'est pas son vrai métier, soit pour lui une source de stress dans sa vie. En revanche, il a promis une chose, que ce jeu resterait toujours gratuit. Sauf que ça, c'était avant le rachat par le New York Times, qui a offert à Josh Wardle une somme à 7 chiffres qui n'a pas été dévoilée. On sait juste que c'est moins de 5 millions de dollars. En gros, c'est entre 1 et 5 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. C'est donc la grosse question pour tous les accros du jeu. Le New York Times va-t-il rendre Wordle payant ? Alors, pas de panique, si le jeu devient payant, nous, en France, il nous restera toujours, je vous en parlais tout à l'heure, Sutom. Sutom en verlan, c'est Motus à l'envers. C'est la copie française de Wordle. Et écoutez, Jonathan, il est développeur de logiciels. C'est lui qui a mis au point Sutom. Il était interrogé sur RTL. J'avais vu passer sur Twitter ces mystérieux carrés verts et carrés noirs. J'ai vu que ça s'appelait Wordle, donc j'ai fait une recherche rapide et je suis tombé sur le jeu original. J'ai joué quelques jours et au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, c'est en anglais. Et si j'essayais de faire une petite version en français, j'ai fait ça en une après-midi assez rapidement. J'ai fait le premier tweet avec les premiers résultats du Sutom et ça a très vite gagné en viralité. Le premier lundi ou le premier mardi, on était à 30 000 et après, c'est monté. La semaine qui vient de s'écouler, on était à 150 000 et là, ça continue à monter encore un petit peu. Je tiens à garder le fait qu'il y ait un seul mot par jour. Ça évite que ça prenne trop de temps dans la journée. Comme ça, certains employeurs ne pourront pas m'accuser de détruire la productivité de leur entreprise. Voilà, Jonathan, le créateur de Sutom, la copie française de Wordle. Et pour le moment, lui, il n'a pas encore été racheté. À bon entendeur, salut. Merci Mickaël. C'est l'heure de souvenir d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Jean-Marc Lubin, alias Lulu. On verra avec lui s'il a une passion pour Motus lui aussi. Et vos parents, ils étaient durs avec vous? Mes parents... Déjà, est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Est-ce que vous aviez des parents déjà? Oui. Alors moi, Et aussi, est-ce que vous avez j'ai des une parents? maman qui ne devait pas être très forte à l'école, mais pour qui c'était très loin l'école. Donc elle avait d'autres problèmes à gérer que ma scolarité. Et j'ai un père qui était con et qui n'était pas là. Donc comme ça, Donc ils étaient... voilà, j'ai fait comme je voulais en fait. Ah. Est-ce que vous pensez que s'ils avaient été un peu plus derrière vous, ça aurait... Ah ben, je ne peux pas vous dire ce que... Est-ce que c'est ce qu'aurait pu... Mon père était très très loin et ma mère n'était pas proche. Voilà, en ce qui concerne les devoirs. Et votre frère? Oh, mon frère, il trafiquait les mobylettes, lui. Il a d'autres choses à faire que de s'occuper de son petit frère merdeux qui ne comprenait pas les matins. Donc vous faisiez ce que vous voulez, en fait? Oui. Donc finalement, ça fait une enfance plutôt sympathique. Oui, mais là où je perdais du temps, c'était à l'école, en fait. Il aurait fallu ne pas aller à l'école voilà, du tout, quoi. Voilà, j'aurais dû être branleur à 100%. Là, j'étais la moitié du temps. Là, il y a un moment, il fallait que j'aille à l'école. Ouais. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? L'école d'aujourd'hui... Hélas, je lui porte un regard pas très sympa parce que j'ai l'impression que c'est la même école que j'ai connue, hormis la blouse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens, les profs sont mal formés, il y a trop d'élèves dans les classes. Vous avez vu, je suis sérieux d'un coup. Ouais, le sport, on n'en fait pas. La bouffe à la cantine est dégueulasse. Il y a trop de devoirs à la maison, il y a trop d'heures de cours, il y a trop de tout, quoi. C'est un enseignement d'un autre temps et en plus, il est en entonnoir. C'est-à-dire que c'est une sélection à la con. Il faut arriver le premier. Ça rend malheureux les enfants et ça ne fait pas des citoyens heureux en sortie de scolarité. Vous avez des enfants? J'ai des enfants. Bien. Non, mais oui. Alors, attendez. Non, ce n'est pas moi. J'ai 3. 3. Ah, ils font tous des études, ils en ont tous fait. J'en ai un qui est en master de Sciences Po, mais je pense que je vais faire un test parce que c'est pas possible que ce soit mon fils. Mais justement, quel parent vous avez été? Moi, j'étais tout le contraire. Moi, je leur ai bien cassé les pieds. Hein. Bah, donc... moi, je me suis vengé. Non, mais ça a fonctionné, quoi. Oui, mais en fait, l'école
française, si vous êtes bon dès le début et que vous chopez le truc, Ça ira tout jusqu'au bout. ça va, ouais. Si vous avez des soucis, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on n'est pas là pour vous rattraper. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être... C'est ça qu'il faudrait travailler. Et pour ça, il faut faire quoi? l'envie. Oui. L'envie des non, politiques. Oui, si. Oui. Parce que l'école, c'est la base de la société. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers, toujours avec Lulu. À demain. Merci beaucoup Malika. Et tout de suite, eh bien, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Et alors, bon, moi, on est historien, donc on n'a pas été jusqu'à étudier aujourd'hui quelles sont les violences, les violences actuelles. Mais oui, en fait, ces violences s'observent dans tous les milieux, mais on ne va pas stigmatiser de la même manière tous les milieux sociaux. Donc au XIXe siècle, par exemple, les lois visent d'abord les classes populaires dont on essaie de canaliser le goût du sang en interdisant les mauvais traitements sur les enfants, mais aussi sur les animaux. Alors que les milieux bourgeois ou... Alors, dans les milieux bourgeois, c'est ce que montre la couverture de ce dictionnaire. Hein. C'est donc un petit garçon qui est pris en photo, alors avec un fouet à la main. Dans les milieux bourgeois, les idées de la philosophie des Lumières ont irrigué. Et on met à distance le fouet. Hein. Les enfants sont... Donc on est dans des enfants qui ont jusqu'à 6-7 ans et dont on promeut l'autodiscipline, et donc on ne les fouette plus, mais on leur offre des petits fouets, des fouets miniatures qui montrent comment la nature est domestiquée puisque l'enfant est capable de s'autodiscipliner et le fouet n'est plus qu'un jeu. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la pâtisserie a changé. On peut faire plein de choses. On n'est plus cantiné à avoir sa boutique et à proposer des produits dans sa boutique. Ouais. On peut faire de la pâtisserie sur Internet. On peut faire des vidéos. On peut proposer des cours. On peut faire du traiteur. Voilà. Aujourd'hui, le métier change et c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le fait que la technologie a changé le métier. C'est vrai qu'à l'époque, donc je vous parle de ça, c'est il y a 60 ans, hein, mais les boulangers commençaient à minuit parce qu'ils devaient faire pousser le pain. Aujourd'hui, on a des pousses des chambres de pousse contrôlées, donc on règle l'heure à laquelle on veut que le pain soit poussé. Faut le dire aussi, hein, les moulins font un travail. Les sacs de farine avant pesaient 50 kg. Aujourd'hui, ça a été diminué x2, donc c'est 25 kg. Voilà. On essaie de faire en sorte que le métier soit plus facile à vivre. Alors Power, c'est un bébé du premier confinement. Voilà, on se retrouve confinés, on est avec deux copains qui travaillent ensemble déjà dans une autre entreprise. Et puis, notamment Arnaud et Emmanuel se retrouvent avec deux petites choses posées sur leur canapé qui revendiquent être leurs enfants. Donc ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? On travaillait beaucoup jusque-là, donc ils ne s'étaient pas bien rendu compte. Et donc, comme tout bon papa, ils se disent on va aller regarder un peu ce qui existe comme solution pour apprendre sur tablette, sur ordinateur. Voilà, pendant que moi-même je fais mes visios et mes calls. Et en fait, on découvre, c'est pas qu'il n'existe rien, c'est qu'en fait, il existe des milliers de solutions, mais qui sont toutes finalement assez peu ambitieuses technologiquement. Et puis surtout, en fait, les enfants sont pas dupes. Ça ressemble souvent à du brocoli au chocolat. C'est-à-dire que c'est du contenu éducatif, un peu de gamification, et puis au bout d'un mois ou 2 mois, en fait, l'enfant arrête parce qu'en fait, il s'est bien rendu compte que c'était pénible, pour utiliser des mots sympas. Et dans le même temps, on voyait que les enfants passaient des heures sur des jeux vidéo, évidemment, Animal Crossing, Minecraft, Pokémon, etc., voire des dessins animés. Et donc on s'est juste demandé, mais si on utilisait ce pouvoir d'attraction du jeu vidéo et de l'écran, et qu'on en faisait quelque chose d'utile, et que du coup, dans ce jeu vidéo, on pouvait permettre à l'enfant d'apprendre des choses, faire du calcul mental, explorer des contrées lointaines, des époques, faire du yoga, faire de la cuisine, voilà, on s'interdit rien. C'est vraiment l'idée de Power, c'est en fait combiner cette attractivité et cet apprentissage pour permettre à chaque enfant de découvrir ses passions. C'est vraiment ce qui nous anime le matin, c'est qu'on veut que les enfants, à partir de 6 ans, découvrent des passions et grandissent dans ce... Oui, et l'étude de l'Ukraine entre dans un chapitre plus global, celui de l'étude de l'URSS de sa naissance en 1922 jusqu'à sa chute en 1991, avec son dernier dirigeant, Gorbatchev, qui démissionne et annonce la disparition de l'URSS. Alors cette date marque la fin de l'effondrement d'une puissance dont le déclin s'était accéléré dans les années 80, malgré des tentatives de réforme qui ont permis une certaine libéralisation de l'économie et de la politique. Thématiques qu'on voit arriver dans les programmes au collège. Oui, c'est ça. À partir du collège, ces thématiques sont abordées dès la
classe de la 3e dans le chapitre Le Monde après 1945, mais aussi en terminale dans le chapitre sur la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux, ainsi que dans l'enseignement de spécialités d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques dans l'analyse des dynamiques des puissances internationales. Ça, c'est en classe de première. Alors, ces cours vont permettre aux élèves de comprendre le contexte dans lequel cet État fédéral a été créé, de comprendre ses caractéristiques socio-économiques et politiques pour arriver aux différentes étapes qui ont donc conduit à la chute de l'URSS. Et après la chute, l'ère post-soviétique, elle aussi, est étudiée. C'est ça, et cette étude s'inscrit dans le chapitre, je vous l'ai dit tout à l'heure, Le Monde après 45, dès le programme de la 3e. Alors après la chute de l'URSS, eh bien, la Russie a vu son espace géopolitique se recomposer en se rapprochant de l'Asie centrale et de la Chine pour faire barrage à l'expansion des États-Unis. Alors ce sujet est traité en On le première. retrouve en spécialité géopo, comme vous l'avez dit. Je dis géopo comme les élèves, ça fait jeune. C'est ça, dans la partie sur l'essor et le déclin des puissances, avec comme titre La Russie depuis 1991, une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire. Alors dans ces chapitres, on aborde l'indépendance et la construction de nouveaux États, le monde bipolaire au temps de la guerre froide, l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen et les enjeux et conflits dans le monde après 89. Et si on n'a pas envie de s'en tenir exactement à ce qu'il y a dans les manuels scolaires ou à ce qui se passe à l'école, ou si on veut donner envie aux enfants, il y a d'autres choses, ou aux adolescents, d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire pour parler de cette histoire de façon moins académique. Les professeurs vont par exemple visionner des documentaires, proposer l'écoute de podcasts sur France Culture par exemple, et plus récemment proposer l'analyse de la mini-série de Tchernobyl produite par HBO. Alors cette série est saisissante, cette série. Sortie en 2019 qui retrace cette catastrophe nucléaire survenue dans la nuit du 26 avril 86. On vous le rappelle, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, situé à l'époque en République socialiste soviétique d'Ukraine en URSS, explose après un test de production mal contrôlé, provoquant ainsi le pire accident nucléaire de l'histoire. Andrea, on s'aperçoit que certains jeunes qui se lancent en formation, comme vous en êtes à votre 4e année, décrochent, et cela parfois dès la première année, il y a un taux d'arrêt de 25%. C'est-à-dire qu'un élève sur 4 jette l'éponge la première année. Est-ce que vous comprenez justement ce phénomène? Et qu'avez-vous envie de dire justement à tous ceux qui seraient tentés par cette aventure à partir de l'année prochaine? C'est sûr qu'il y en a qui jettent l'éponge parce que toutes ces émissions et tout, ça donne de la poudre aux yeux. C'est trop bien, on va faire juste des gâteaux. Mais en fait, nous, on nous le dit dès la première année quand on veut rentrer dans une école. C'est pas les émissions. Le travail, c'est pas les émissions. C'est pas waouh, tout est beau, tout est rose. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut s'accrocher et que si on aime vraiment ce métier, on peut y arriver. Et que porter un sac de 20 kilos, au final, on le fait pas tout le temps. Donc, vraiment, si on est passionné et qu'on s'accroche, on peut y arriver. Avec les élèves, j'ai un guide, un seul, c'est le BO, le bulletin officiel, le programme que je dois aborder avec eux, et le socle de connaissances et de compétences, le socle commun de connaissances et de compétences que chaque élève doit maîtriser d'ici la fin de sa scolarité, donc fin de 3e. Et donc en fait, je pars toujours des compétences ou des connaissances qu'on me demande de faire acquérir à mes élèves. Et ensuite, je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu existant qui permettrait d'aborder ces connaissances ou ces compétences et qui permettrait de le faire peut-être mieux qu'un autre média ou qu'une autre stratégie. En tout début d'émission, vous disiez que c'était mon quotidien. Je mets juste une petite nuance. Je ne fais pas ça tous les jours et je ne mets pas les élèves devant des jeux tous les jours et tout le temps. C'est des petits points comme ça, de temps en temps, à des moments opportuns et où ça paraît pertinent de le faire. Il ne faut pas forcer l'usage du jeu. Je pense vraiment que c'est un média, c'est aujourd'hui la première œuvre culturelle consommée en France, encore plus depuis le confinement. Et il est important de faire analyser ou comprendre ce média-là aux enfants qui pensent le connaître parce qu'ils le pratiquent beaucoup. Et en réalité, ils ne savent pas vraiment comment il est construit, ce genre de choses. C'est la fin de ce grand JT, Mickaël. Juste pour la fin du JT, un petit voilà. Comme ça, on est bien ridicule et on pourra faire le zap. Vous pouvez trouver cette émission sur schooltv.com. Ciao.